2 matchs, une victoire, un nul. Voici le bilan assez satisfaisant des premières journées des étalons aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous reviendrons sur les buts, le décryptage et les polémiques tout à l'heure. La Sonabel défaite l'AS Fayenenga accroché. Il faut un sursaut d'orgueil aux représentants burkinabés à la Coupe en campagne africaine pour espérer passer le cap des préliminaires. Zoom sur le champion en titre en déplacement au Cameroun dans quelques instants. Week-end au trot pour les professionnels entre retour, victoire, nul et défaite. Jean-Modeste Ouedraogo vous situera dans la page Éco des pros tout à l'heure pour vous permettre de cerner les contours de tous ces aspects footballistiques. Nous avons invité des hommes d'expérience, surtout pétris de connaissances en dehors, sur et en dehors donc des terrains de football. Le premier a en charge la politique du football burkinabé. À lui donc de mélanger les professionnels aussi bien le football national pour un essor émergent. Il est gestionnaire et il est également manager et on compte beaucoup sur ses talents pour amorcer un décollage rapide et fructueux du football burkinabé. Nous avons avec nous Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football. Bienvenue sur ce plateau. Le second invité est un habitué des plateaux, vous le connaissez très bien. Il est au service des sports depuis plus de 15 ans. Il était notre envoyé spécial du côté de Marrakech. Avec lui, nous serons tous sur l'envers et le décor de ces 2 premières rencontres. Mamadou Wina, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Actuellement, c'est l'étalon le plus précis et le plus décisif. En club, il a marqué 5 buts en 6 rencontres. Vous le connaissez, il s'agit de Franck Lassina Traoré. Nous serons avec lui en ligne tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue à Intégral Foot de ce lundi 13 septembre 2021 qui vous ouvre ses portes avec beaucoup de joie et dans la bonne humeur. Messieurs, bienvenue sur ce plateau et merci donc de votre présence. Dites-nous, Président, comment avez-vous passé ce week-end? Tranquille. Tranquille. Ok, on y reviendra. On saura si ça va continuer aussi tranquille que le week-end. Mamadou Wina? Oui, je dirais que mon week-end a été un week-end de faux rendez-vous entre la première ligue qu'on devait commenter, qui n'a pas eu lieu, et le championnat de tennis de table aussi, qui n'a pas eu lieu. Donc, finalement, c'était un week-end de faux rendez-vous. Nous allons à présent parler des étalons donc dans Éco des pros. Éco d'Afrique du moins. En route pour le Qatar, 40 pays africains se sont affrontés du 2 au 7 septembre dernier pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Burkina a été reçu par le Niger et accueilli l'Algérie, toujours au grand stade de Marrakech au Maroc. Le MENA est tombé 0-2 et les Fennecs ont été freinés 1 but partout. Un nul au goût d'une victoire. Retour sur les 2 sorties avec nos envoyés spéciaux Mamadou Wina et Daouda Ouattara. Pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Burkina était face au Niger et à l'Algérie. Pour l'entrée en compétition, le Niger sans stade reçoit le Burkina le 2 septembre. Un duel entre voisins un peu laborieux à l'allumage pour les étalons. Étalons et MENA se neutralisent en première période malgré 2 grosses occasions pour les Burkinabés contre une pour les Nigériens. Nous avons modifié aussi la configuration de notre équipe. Nous sommes allés les chercher plus haut. Un réaménagement qui porte fruit très vite. Les étalons sont plus dominateurs et à la 75e minute, sur cette ouverture du capitaine Issoufou Dayo, Franck Lassina Traoré est déséquilibré dans la surface de réparation du MENA. Il se fait justice et donne l'avantage aux étalons. Dans la foulée, il est remplacé par Mohamed Konaté.
L'attaquant de l'Atmar Gosni sur sa première balle permet aux étalons de faire le break. 2-0 pour les Burkinabés qui réussissent leur entame. C'était un match compliqué, on a joué au rythme de l'adversaire en première mi-temps et je pense que le coach a su recadrer et puis a su montrer ses nerfs dans l'adversaire et on est ressorti, c'était complètement une autre équipe et je pense qu'on doit continuer sur cette lancée. Le plein de confiance est fait en attendant l'Algérie. Une équipe algérienne dont l'armada offensive a fait feu de tout bois devant Djibouti. 8-0. Et malgré le discours de confiance, les étalons abordent le match contre l'Algérie, la peur au ventre. Les Fennecs, comme attendu, mettent le pied sur la balle et à la 17e minute, Islam Slimani sert Sofiane Fegouli qui ne trouve aucun mal à pousser la balle au fond. Alors qu'on s'attendait à une montée en puissance des Algériens, c'est plutôt les Burkinabés qui réagissent bien. Ils sortent peu à peu la tête de l'eau. La seconde période montre une équipe totalement transcendée des étalons. À force de pousser, ils trouvent la faille à la 64e minute. Centre de Franck Lassina Traoré, Faisal Tabsoba jaillit et égalise pour les étalons. L'ouverture qui trouve l'égalisation ici sur cette passe de... Les étalons passent même tout près du deuxième but sur cette frappe de Mohamed Konaté. Un but partout entre étalons et Fennecs au coup de sifflet final de la ville centrale. Le Botswanien Josia Bondo. On savait que ça allait être un match très difficile pour nous. Et voilà, on a joué en équipe, on s'est battu comme il faut, comme voilà, la mentalité des Burkinabés, c'est ça, hein, c'est de se battre jusqu'au bout. Et on s'est battu. C'est vrai que je suis content de marquer ce but, mais c'est un but d'ensemble. On fait un match nul qui est bien. On va se consacrer sur le match de Djibouti en aller-retour le mois prochain. Je pense qu'on aura des cadres qui seront de retour. Edmond Tapsoba, Bertrand Traoré, Charles Kaboré. Je pense qu'on a une très belle équipe. Je suis fier de mes gars. Je suis fier de mes encadreurs et je leur dis bravo. Au départ, nous, même en tant qu'encadreurs, nous avons un peu trop respecté l'adversaire parce que dans la mesure où, vu le chemin qu'ils ont emprunté, nous avons en tout cas cru bon qu'il fallait être patient et les voir venir. Bon, dans le premier quart d'heure, vous avez vu dans notre système de jeu où nous avons mis un bloc médian, on s'est fait contrer. Et là, je me suis dit non, ça c'est le monde à l'envers. On a mis ce système pour ne pas se faire contrer, mais on s'est fait contrer parce que bon, là, c'est des fautes de jeunesse. Alors, on s'est replacé dans notre configuration habituelle et vous avez vu que les enfants ont montré du jeu. Et je vous disais tantôt que ce genre de match, le coach n'a pas beaucoup de travail parce que le match en lui-même est motivant. Donc ça fait que les enfants, vous avez vu qu'ils ont mis l'intensité qu'il fallait, ils ont mis la technicité qu'il fallait. Alors à un moment donné, j'ai cru que mon équipe était celle d'Algérie. La victoire sur le MENA et le match plein face à l'Algérie laissent des promesses pour le futur des étalons dans ce groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On reste avec nos envoyés spéciaux pour écouter la lecture de jeu par certains témoins privilégiés. Aujourd'hui, vraiment, ni tété les bénédictions et les prières, ça n'allait pas être facile. Parce que tout le monde a vu que l'arbitre a joué avec les Algériens. Malgré que les Algériens sont les numéros 1 en Afrique, les enfants ont prouvé qu'eux aussi, ils ont de la qualité, ils ont tout fait, ils ont arraché le match nul. Vraiment, nous disons bravo à nos enfants. Nous allons toujours travailler comme ce qu'on vient de faire parce que, bon, à cause du Covid, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Les gens ne peuvent pas aller au stade, donc vraiment c'est ça qui est notre obstacle. Les enfants se sont battus, c'est vrai. Toute la première partie, on a vu quand même des enfants qui, à la limite, jouaient la prudence. Et ça c'est normal, puisque vous savez qu'on joue contre l'une des meilleures équipes d'Afrique, sinon que c'est le numéro 1. Alors il fallait jouer la prudence, mais au fur et à mesure, on a vu quand même, après le but, que les enfants sont rentrés progressivement dans le match. Et il faut dire que l'égalisation est intervenue, c'est vrai, mais on aurait même dû prendre le match à notre compte. C'est vrai que, bon, les enfants étaient peut-être un peu fatigués aussi. Ils ne voulaient pas prendre un deuxième but. Mais bon, je crois que le match nul aussi n'est pas mauvais. Comme on a encore d'autres matchs, je crois que c'est bon à prendre. Il faut féliciter tout le monde, tout le Burkina pour cette performance. C'est une mission remplie. C'est une mission, donc, une victoire contre le Niger, un match nul contre l'Algérie. Je crois que ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait.
Et il faut continuer dans ce sens. Et pourquoi pas, les portes de la Coupe du Monde vont sûrement s'ouvrir pour nous pour la première fois. Vous savez, depuis les Jeux Olympiques avec la première médaille, pourquoi pas la première participation du Burkina en Coupe du Monde. Les enfants, en tout cas, ils ont bien joué. Bravo, chapeau à ces enfants. Vous savez que c'est une équipe qui est en construction. On est mené, on revient au score. Et je pense que c'est un acte fondateur pour cette équipe en construction de pouvoir tenir tête à une équipe comme l'Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, dans le classement africain, est la 3e actuellement. Dans tous les cas, c'est l'une des meilleures équipes du continent. Et je pense que c'est un acte fondateur pour ces enfants qui ont démontré qu'ils peuvent se confronter aux grands africains. On a un match qu'on a gagné, on a un match nul, on a égalité de points avec l'Algérie forcément. Maintenant, c'est le match en Algérie qui fera la différence et certainement le match contre le Niger et puis le match aussi contre Djibouti. Je pense que les jeux restent ouverts et moi je pense qu'on a une carte à jouer et si Dieu le veut, nous irons au mondial. Dans ce groupe A, pour le moment, l'Algérie est en tête 4 points plus 8 devant le Burkina, 4 points plus 2. Le Niger est 3e, 3 points et Djibouti 4e, 0 points, moins 10. La prochaine sortie est prévue le 7 octobre. On aura Djibouti-Burkina, Algérie-Niger le 11 et le 11 octobre, Niger, Algérie et Burkina-Djibouti. 2 doubles confrontations avant la dernière journée, la 5e le 12 novembre. Le Burkina accueille le Niger et Djibouti l'Algérie. Pour la pétouse, la 6e et dernière journée du groupe, le 15 novembre, le Burkina se déplace en Algérie et le Niger reçoit Djibouti. Président, à froid après ces 2 rencontres-là. Actuellement, là, qu'est-ce que vous dites sur ces 2 rencontres-là? Qu'est-ce qui vous a le plus séduit? Qu'est-ce qui vous a le moins séduit? Non, il faut dire que les garçons, pour ces 2 matchs, ont fait preuve d'une grande combativité, appréciée par le peuple burkinabé. Nous avons une victoire, un match nul contre l'Algérie. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la hiérarchie, l'Algérie est très bien placée et c'est le dernier vainqueur de la CAN. De façon globale, je pense qu'il faut se satisfaire du comportement de nos garçons et les féliciter pour ce qui s'est passé à Marrakech. Président, vous aviez donc l'habitude de suivre les rencontres du Kamou Malo, les éliminatoires de la CAN, match amicaux. Pour ce coup-là, vous trouvez que c'est, pour le moment, c'est le match référence de Kamou Malo? Il ne faut pas oublier que Kamou Malo nous a quand même qualifiés pour la CAN. Et ça, je pense que jusqu'à preuve du contraire, je pense que pour les objectifs que la fédération a fixés à Kamou Malo, je pense que c'est le plus important. Et il ne faut pas non plus dormir sur ses lauriers. Je pense que 2 matchs, c'est vrai, ça s'est très bien passé, mais il nous reste encore des matchs contre Djibouti, contre le Niger en retour et contre l'Algérie, le match retour. Je pense qu'il faut rester concentré. Et pour moi, c'est le plus important. Mamadi Ouena, vous aviez eu le privilège de suivre cette rencontre depuis le grand stade de Marrakech et de voir même le contour de ce match se dessiner, 2 rencontres. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez le plus aimé donc, lors des 2 sorties des étalons? Ok, d'abord la première sortie devant le MENA du Niger, et on a constaté une équipe des étalons timorée d'entrée qui n'a pas réussi à prendre de vitesse cette équipe du MENA, mais en seconde période, et surtout à partir de la 30e minute, avec la frappe de Gustavo Sangaré, repoussé difficilement par le gardien nigérien, et les étalons se sont réveillés et ils ont réussi à se transcender et ce réveil a continué jusqu'en seconde période, et où il y a eu le déclic. Il y a eu beaucoup d'occasions avec 2 buts à la clé, et ça a montré que c'était une équipe qui est en train de prendre confiance au fil du stage. Et donc maintenant contre l'Algérie, on a encore constaté cette entame difficile. Donc ça montre qu'il y a quand même un souci d'entame au niveau des étalons si on a la lecture de ces 2 matchs. Mais contre toute attente, selon moi, quand les Algériens ont marqué, on s'attendait à ce que peut-être les Burkinabés prennent l'eau, parce que l'entame était très difficile. Il y a eu beaucoup d'occasions algériennes, au moins 2 ou 3, en moins d'1 quart d'heure. C'est énorme pour
devant une telle armada offensive. Mais il faut dire qu'il y a aussi eu l'arrêt du match. L'arrêt du match, c'est après le deuxième but, le premier le but algérien du moins, après le but algérien, il y a eu cette action où Slimani arrive à mettre au vent Issoufou Dayo, et l'arrêt de Hervé Kofi est cet arrêt-là qui est décisif. Parce qu'avec 2 buts, ça n'allait pas être évident pour les étalons. Et à partir de ce moment, les étalons se sont encore réveillés. Parce que normalement, quand vous prenez un but, ça peut vous plomber. Mais là, les garçons ne sont pas laissés plomber. Au contraire, ils se sont réveillés, ils se sont libérés. J'ai vu sur le flanc droit Zakaria Sanoro qui avait du mal à faire la différence devant son vis-à-vis, mais qui a commencé à déborder, qui a commencé à combiner avec Issa Kaboré. On a senti que les gars se sont réveillés. Et le résultat, c'est ce match nul qui aurait même pu être un match victorieux s'il n'y avait pas eu quand même quelques hésitations. Et surtout la fatigue. Il faut dire que les attaquants, quand vous prenez Zakaria Sanoro, quand vous prenez Faisal Tabsaba, le buteur, ils ont tellement travaillé défensivement. J'ai vu Faisal aller contrer Riyad Mahrez dans la surface de réparation, un tacle défensif. Je n'en croyais pas de la main dont il a sorti la balle, parce que si avec des garçons talentueux comme ça, vous faites une erreur, c'est un penalty. Et il a réussi à lever la balle et revenir. Donc le travail défensif de ces jeunes attaquants a fait qu'ils n'ont pas pu avoir encore les ressources nécessaires pour gagner ce match-là. Et donc je crois que c'est quand même surtout le match contre l'Algérie, parce qu'on va le dire depuis la prise de... Vous trouvez que c'est pour le moment, c'est le match de référence de... Oui, c'est le match de référence. C'est le match de référence, il n'y a pas à douter, parce qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est un match amical. Mais match officiel, c'est la première fois, et même c'est la première fois, même match amical ajouté, c'est la première fois que le Burkina, sous le Kamou Malo, dans cette configuration de reconstruction des étalons, qu'on joue un top 10 africain et qu'on arrive à tenir le score, un score de parité. Donc c'est un match différent. Match différent dans le résultat, mais match différent aussi dans l'envie, match différent dans le jeu produit, parce qu'il y a eu du jeu, surtout en seconde période, il y a eu du jeu, et j'avoue qu'à partir de la 63e minute, je n'arrivais même plus à prendre des notes, j'étais plus journaliste, j'étais devenu supporter, entraîneur tout à la fois. Bon, coach Malo, je ne cherche pas ta place, hein, on criait sur les joueurs, c'était une première pour moi, c'était une première dans ma carrière de journaliste, de me transformer sur le terrain et en supporter ou même au-delà. Mais il faut dire aussi que le contexte aussi est que nous, on n'était pas dans la tribune de presse, on était avec les supporters et après on s'emporte. Dites-nous, Mamadi Wena, on a vu que les étalons ont douté les premières minutes, c'est ce que vous aviez dit. Et après, ils ont pris la confiance. Cette confiance est venue d'où? Je crois que pour moi, ça reste l'arrêt de Hervé Kofi. Parce que quand vous prenez un but devant l'Algérie et que quelques minutes après vous concédez une très grosse occasion, parce que Slimani devant Hervé, s'il n'y avait pas eu cet arrêt-là, je me dis qu'à partir de cet arrêt, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Soit on se fait manger, soit on réagit. Et je crois qu'ils ont préféré réagir que de se faire manger par des fenêtres. Bon, des étalons qui se laissent manger par des fenêtres, c'est pas aussi évident que ça. Dites-nous, Président, vous aviez eu également à suivre ces matchs-là. Et on se pose la question, est-ce que les absents ont leur place encore dans cette équipe des étalons? Non, c'est une question qu'il faut poser à Kambo Malo. Moi, je ne suis pas entraîneur. J'ai déjà dit que sur ce plateau et ailleurs, Kambo Malo reste le sélectionneur national, c'est lui qui fait ses choix. Donc, en la matière, excusez-moi de ne pas pouvoir conseiller Kambo Malo. Je suis président, je suis observateur en même temps. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse constituer la meilleure équipe possible pour gagner des matchs. Je pense que c'est ce qu'il a pu faire à Marrakech récemment. Bon, pour les autres, ça dépend. Vous savez, en football, on dit toujours, pour une sélection nationale, c'est la forme du moment. Voilà, et je pense que cet axiome-là, c'est ce que applique certainement Kambo Malo. Voilà, donc,
Mamadi Wena, est-ce que les places seront maintenant disputées au sein des étalons? C'est ce qu'on recherchait et c'est tant mieux. Oui, ça sera plus disputé qu'avant et pour les absents, je dirais que les absents ont eu les places. Quand vous prenez un joueur comme Bertrand Traoré, il perd dans son match ou pas, il attire au moins 2 joueurs. On ne peut pas attaquer Bertrand Traoré seul. Donc, vous voyez, ce sont ces genres de joueurs dont on a besoin pour aspirer des défenseurs, pour aspirer des milieux de terrain et libérer d'autres joueurs. Et quand vous prenez Edmond Tapsoba, quand on dit ça, il fait partie au moins du top 10 des défenseurs au monde. On ne va pas rentrer dans, il est numéro 2, numéro 3, mais au moins le top 10, Edmond est dans ce classement. Donc, un tel défenseur, quand vous avez des attaquants, des métiers comme le Slimani, ils connaissent ce défenseur, ils savent qu'il joue dans la Bundesliga, il est suivi par tous. On ne l'aborde pas comme on aborde un défenseur inconnu. Donc, il y a des éléments comme le capitaine Charles Caboret, quand il l'informe, vous savez, le milieu de terrain, on ne passe pas si facilement. Donc, on a toujours besoin de ces absents. S'ils sont en forme, comme le président l'a dit, l'équipe nationale, c'est pour les joueurs dans la forme du moment quand on a besoin d'eux. Donc, si ces joueurs sont dans leur forme qu'on connaît, sont des joueurs qui vont apporter un plus, parce que c'est vrai, il y a eu ce match vraiment de combativité devant l'Algérie, mais il faut se dire qu'en football, on peut être combatif, mais il faut aussi le talent, et que si ces talents viennent s'ajouter, je crois que l'équipe va être encore plus compétitive et les rôles seront redistribués. Vous voyez, quand vous prenez au sein de l'attaque, ça commence maintenant à être la concurrence, oui, vous voyez, quand vous prenez Lassina Traoré qui est au niveau des avances, centre je parle, Lassina Traoré c'est le numéro 1, vous voyez Mohamed Konaté en 2 qui pousse, et il y a Mohamed Lamine Ouattara, il y a d'autres joueurs qui sont polyvalents comme Faisal Tassova qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe, parce qu'il a montré quand il était junior qu'il peut bien jouer dans l'axe, et il y a Boutier qui peut dépanner sur le côté, mais qui préfère être dans l'axe. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de joueurs qui sont à la porte et je crois que les places seront encore plus chères. Et c'est tant mieux. Je sais que pour le moment, le coach Kabou n'a pas l'embarras du choix, mais quand même, quand ça commence on commence à avoir quand même des joueurs jeunes qui poussent, je crois que c'est tant mieux pour l'entraîneur. Je pense qu'avec cette pépite, voilà pourquoi les Burkinabés rêvent d'un premier mondial. Un nul devant le concurrent direct champion d'Afrique à domicile devrait-il nourrir nos aspirations légitimes pour une Coupe du Monde? Quels sont les objectifs réels de la Fédération, des étalons, de l'encadrement technique et des supporters dans cette compétition? Mamadi Wena nous situe donc avec l'impogrio au départ de cette aventure. Les étalons du Burkina ont abordé les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec beaucoup d'incertitudes. Incertitudes sur le terrain, mais également en dehors. On peut le nier, certes, toutefois les déclarations du sélectionneur national juste après le tirage au sort de la CAN 2021 et le recadrage du président Lazare Bansé, affirmant que la qualification à la Coupe du Monde est bien un objectif, ont fini par convaincre que tous les acteurs ne sont pas, ou du moins n'étaient pas sur la même longueur d'onde. À l'évidence, de nombreux éléments plaident pour le discours de prudence. Kamou Malo voudrait bien être le premier sélectionneur à qualifier le Burkina pour une Coupe du Monde. Cependant, sans tomber dans le pessimisme, il se veut réaliste. L'équipe des étalons a perdu pas mal de joueurs importants ces derniers mois. De ceux-là, on retient 2 noms emblématiques, Jonathan Pitrapa et Aristide Bansé, qui ont pourtant entamé l'aventure avec le sélectionneur actuel. Et pour ne rien arranger, Edmond Tapsoba et Bertrand Traoré, 2 joueurs importants, sont blessés. Le capitaine Charles Caboret et Alain Traoré étaient sans club. Alain, lui, vient de signer dans le championnat guiboussien. Et Guiboussi est le prochain adversaire du Burkina dans une double confrontation en début octobre prochain. Donc, avec ces absences et l'ultra-favorisme concédé volontiers par les observateurs à l'Algérie, un technicien averti ne peut penser autrement. D'ailleurs, le Fenech d'Algérie, avant le début des éliminatoires de Qatar 2022, sont non seulement champions d'Afrique, mais détiennent également le record d'Afrique en termes d'invincibilité avec 27 matchs sans défaite, un record porté à 29 avec la victoire sur Djibouti et le match nul contre le Burkina.
En plus, affirmer haut et fort ses ambitions, c'est ajouter de la pression sur les épaules de joueurs qui héritent d'un passé récent glorieux. 2e place en 2013 et 3e en 2017, sans en avoir pour le moment le coffre pour assumer ce passé. Néanmoins, la rage de vaincre, la combativité ont permis aux étalons de s'imposer 2-0 devant le Niger et de tenir tête à l'Algérie par un but partout. Un match héroïque des étalons 7, vu le contexte et la qualité de l'adversaire, mais qui reste tout de même une contre-performance, si tant est que l'objectif visé est le mondial. Oui, les étalons ont fait match nul avec l'ordre algérien qui plus est hors de leur base du stade du 4 août. Il est aussi vrai que personne ou peu pariait sur la capacité des étalons version Kamou Malo à se sublimer devant un cadre africain. Mais pour le moment, l'Algérie reste en tête du groupe A avec une différence de but en sa faveur et l'avantage de recevoir le Burkina dans une finale du groupe. Au stade actuel, la seule certitude est que les étalons ont livré un gros match devant les Fennecs avec des réels espoirs pour l'avenir. Un avenir qui fera peut-être de cette contre-performance une excellente performance. Président Lazare Bansé, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes tous sur le même pied quant aux objectifs? Non, le sélectionneur et la fédération ont toujours été sur le même objectif. En fait, ce qui s'est passé, je l'ai déjà dit, je crois que c'est juste une incompréhension, peut-être un problème de communication. Je l'ai dit, Kamou Malo n'est pas un excellent communicateur. C'est un bon technicien, mais je pense qu'il n'a pas su s'exprimer. Sinon, c'est très clair dans le contrat de Kamou Malo que la qualification pour le mondial est un objectif majeur. Ça, c'est clair et net. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que, bon, moi je pense, l'interprétation que j'en fais est simple. Il a des joueurs blessés, il a des joueurs qui sont indisponibles parce qu'ils n'ont pas de club, il a une équipe qui est en reconstruction, et il a dit, je vais pour voir ce qui va se passer. Mais moi, il a tout simplement voulu dire, à mon avis, que les éliminatoires vont lui permettre de mettre en place une équipe compétitive. C'est tout. Donc, il n'a jamais été dit que ce n'est pas l'objectif de la Fédé, pardon, de la fédération. Ça reste un objectif majeur. Un objectif majeur et à la CAN. On reste sur la même longueur. Et on était déjà sur la même longueur. Je crois que c'est juste un problème de communication. Et à la CAN, quel est l'objectif assigné à Kamou Malo? Il faut faire partie du Caridas. Caridas. Au moins, tout au moins. Les demi-finales. Voilà, tout au moins. Mamadi Ouena, vous pensez que c'est des objectifs tenables, réalistes et réalisables? Pour la CAN, je dirais c'est toujours loin. C'est vrai que un peu plus de 2 mois, je crois que les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se poursuivre, parce que c'est accéléré en octobre et en novembre, vont permettre encore de voir l'assise de cette équipe, parce que si elle continue d'évoluer, si elle continue de progresser avec tout ce qu'on a vu, je crois qu'on peut avoir des ambitions de Caridas et pourquoi pas arriver plus, parce que vous savez, une équipe, ça se transcende. Quand les Talons allaient à la CAN en 2013, on était peu à croire à une possibilité d'aller jusqu'en finale, et je crois que tout est dans la préparation, tout est dans l'envie, tout est dans ce qui va se passer dans les 4 matchs qui restent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je reviens sur cette histoire de objectif ou pas. Le président de la fédération, lui, il ne peut pas ne pas demander cet objectif à son sélectionneur. Mais le sélectionneur peut être aussi réaliste quand il est sorti, je crois bien, ça aussi c'est mon interprétation, quand il est sorti tout juste dans l'euphorie du tirage. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il n'a pas Bertrand, il voit qu'il n'a pas Charles, il n'a pas Alain, il n'a pas Edmond. Tout juste ce qui le préoccupe, ce n'est pas pour la Coupe du Monde, mais c'est la CAN. Il se dit, peut-être je vais utiliser les matchs de la Coupe du Monde vont me permettre de mieux préparer la CAN. Mais vous savez, quand votre objectif pour une compétition est de vous qualifier, si on veut se qualifier pour le mondial ne prépare pas la CAN. Le mondial, ces éliminatoires sont pour le mondial. Parce que les 2 compétitions sont différentes. Et c'est vrai que ça donne du temps de jeu, ça donne de la compétition, ça permet au groupe de se souder davantage. Mais quand l'objectif est de se qualifier pour le mondial, il faut aussi bosser pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
Mamadou Wina, quels sont les faits de jeu que qui ont retenu votre attention, qu'il faille corriger, la part aussi bien des étalons que de l'encadrement technique? Bon, au niveau de l'encadrement technique, il faut dire que je n'ai pas grand-chose à dire. Peut-être une certaine nervosité sur le banc, mais j'ai senti lors du match contre l'Algérie, le banc a vraiment joué son rôle. C'est vrai que c'est difficile pour un entraîneur ou un sélectionneur de ne pas souvent sortir de son match parce que telle décision arbitrale n'est pas en sa faveur. Donc c'est très difficile. On voit partout dans le monde des entraîneurs qui sortent de leur match, des entraîneurs fougueux, des entraîneurs calmes. Mais je crois que le banc, contre le Niger, on les a sentis un peu plus nerveux. Contre l'Algérie, je m'attendais à plus de nervosité, mais le banc a joué son rôle. Parce que vous savez, quand le banc aussi est nerveux, ça transmet cette nervosité au niveau des joueurs. Et si vous avez vu contre l'Algérie, pratiquement les joueurs burkinabés n'ont protesté. Pratiquement. Je n'ai pas vu d'action où ils ont protesté. Bon, peut-être le capitaine Dayo qui peut aller parler à l'arbitre, mais protester vivement contre une décision arbitrale, je n'ai pas vu. Et je crois que ça fait aussi partie du travail du banc et c'est en leur faveur. Et au niveau des joueurs, je crois que c'est peut-être à quelques points à corriger. Par exemple, quand vous prenez, ce n'est pas le joueur individuellement, mais il faut que certains postes arrive à être à la hauteur par rapport à l'ensemble de l'équipe. Quand vous prenez le côté gauche, ça a toujours été très difficile au niveau du Burkina, que ce soit les clubs, que ce soit au niveau de la sélection, pour trouver un latéral gauche de métier, c'est très difficile. Parfois on en gagne et après on en perd parce qu'on a un temps, il y a Yacouba Koulibaly, après Mali Penalty, il y avait Yacouba Koulibaly qui avait réussi à monter en puissance. Après c'est toujours la même chose. Actuellement il est pratiquement pas en forme. Et quand vous avez vu le premier match, on a mis Herman, qui est un latéral gauche de formation, mais qui a été par la suite transformé et qui est revenu dans l'axe à Salitas, mais il ne s'est pas retrouvé dans ce match. Alors qu'on l'avait vu en préparation contre le Maroc, ça avait été promoteur, donc l'entraîneur a voulu faire dans la continuité, ça n'a pas donné. Ambas, lui, il a joué contre l'Algérie, il a essayé tant bien que mal. C'était pas simple. Il y a aussi le secteur médian qui est un chantier. On a vu un jeune comme Gustavo Sangaré qui a éclaboussé. Moi, ça reste mon avis, ça peut ne pas être partagé. Ces deux rencontres de son talent. C'est vrai qu'il y a toujours des déchets dans son jeu. C'est pas encore la grande classe, mais on sent que c'est une graine qui peut donner de la satisfaction au public burkinabé. Mais la récupération, moi je l'avoue, pour remplacer Charles encore, il faut qu'on cherche. Parce que c'est vrai que c'est le collectif qui joue, mais il y a quand même des joueurs de devoir, des joueurs de métier. Il y a avec Guira, du moins Adama Guira. Adama Guira, c'est un autre joueur. Adama Guira a tenté, tant bien que mal, mais Charles toujours attend son successeur. Ça va venir, voilà. Mamadou Wina. Et les rencontres Burkina-Algérie sont toujours entachées d'erreurs d'arbitrage. Des deux côtés, on se plaint. Je vous invite à écouter le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être qu'une personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les deux pieds en avant, hors du sol. Ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien, juste le dire. Il y a de la qualité chez cet adversaire, il y a des bons joueurs, et ils vont nous proposer évidemment, comme d'habitude, une équipe regroupée, vaillante, dynamique, qui ont envie de... Ils ont maintenu le résultat du 0-0 jusqu'à la 76e minute, je crois, 76e minute, contre le Burkina, sur un fait de jeu, sur un penalty.
plus que douteux quand on voit le pénalty qu'ils obtiennent contre le truc et qu'on voit celui aujourd'hui sur Riyad. C'est pas les mêmes décisions. Voilà, donc vous venez d'écouter Djamel Belmandi, le sélectionneur algérien. On peut dire que la guerre extrasportive a déjà commencé. Hein. Et comment le Burkina se prépare? Blida 2 aura bel et bien lieu. On a déjà commencé, parce que c'est sûr que ça va être... c'est là-bas que ça va se décider. Et on est déjà à la tâche parce qu'il y a ce qui va se passer sur le terrain. Mais vous savez qu'en Algérie, ce qui se passe en dehors du terrain est beaucoup plus important que le match lui-même. Donc nous sommes prévenus et nous devons prendre les dispositions pour faire face. Je pense que cette fois-ci-là, au vu de l'expérience de 2013, avec ce qui s'est passé, les menaces sur les joueurs, on a empêché nos joueurs de dormir, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont mobilisé les supporters pour faire du bruit aux fenêtres des joueurs. Le contexte aussi a changé, il y a le Covid aussi qui est là. Certains joueurs ont même été menacés de ne pas sortir vivants du stade de Blida si jamais l'Algérie ne se qualifiait pas. Mais je pense que les jeunes que nous avons aujourd'hui sont conscients que ça va se passer autrement et ils sont décidés à faire face. Et ils l'ont dit lorsque je suis rentré dans les vestiaires pour les encourager. À la mi-temps du match contre l'Algérie, ils m'ont dit mais on n'a aucun complexe vis-à-vis de ces gens. On joue dans les mêmes championnats, on se connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais il nous appartient au niveau de la fédération, je pense, de préparer ce match-là avec beaucoup de sérieux. Et je pense que nous sommes déjà à la tâche. Et il y a aussi un enjeu, il ne faut pas le négliger, c'est la double confrontation contre Djibouti. Il nous faut gagner ces deux matchs-là, forcément. Je pense qu'on n'a pas droit à l'erreur, il n'y a pas de match nul et en espérant un faux pas de l'Algérie. Je pense que c'est possible parce que le Niger a une très bonne équipe, hein. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais en ce qui nous concerne, il nous faut avoir notre destin en main au moment de partir à Blida. Voilà. Vous parliez également de nouvelles innovations au sein du staff management des étalons. On avait parlé de faire venir un psychologue, un cuisinier. Où en sont on est là-dessus parce qu'on avait mis tous les contrats à plat. Hein, donc ça va se faire. On est en train de travailler sur le dossier. Certainement. Il faut que ça se fasse avant Blida. À mon avis, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et on va mettre toutes les chances de notre côté. Et je le répète encore une fois de plus, la qualification pour le mondial reste un objectif majeur. Je pense que c'est possible. Et je crois que ça va se faire et ça peut se faire et ça va se faire. Pourquoi je le dis? Les joueurs que nous avons, vous les avez vus contre le Niger et contre l'Algérie. C'est vrai qu'il y a eu quelques déchets, il y a des absents. À supposer que les absents dont vous parlez là reviennent pour prendre leur place. Je pense que c'est une équipe qui va tonner. Et ces jeunes-là, j'ai passé une semaine avec eux à l'hôtel, j'étais avec eux. C'est des jeunes déterminés, ils me l'ont dit. Et je pense que pour une fois, on a une équipe qui peut nous donner cette qualification-là. Et c'est ce que je dis, moi j'y crois. En tout cas, en tant que président, j'y crois. Donc je demande que tout le monde se mette derrière cette équipe-là pour qu'on y arrive. Le Togo a été déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2006. La Côte d'Ivoire, notre voisin, est à sa troisième, quatrième participation, je n'en sais rien. Pourquoi pas le Burkina? Maman, vous êtes aussi optimiste que le président. On n'est pas moins que les autres. Donc le président que je suis prêt à mobiliser. Les joueurs le sont déjà. Hein. Tous les acteurs de notre football, les journalistes, tout le monde, tous ceux qui aiment le football, pour cet objectif-là. Si on ne réussit pas, on aura quand même essayé et ça va être une rampe de lancement pour la prochaine édition. Donc il faut être ambitieux et c'est cette ambition-là que je vais transmettre aux acteurs de notre football. Oui, optimiste, oui, je suis optimiste, c'est possible. Dire que c'est pas possible, on n'est pas dans le domaine du foot. C'est possible, et c'est parce que c'est possible que, je l'ai dit, que le match contre l'Algérie, c'est un gros match, mais ça reste une contre-performance. Une contre-performance parce que si on veut aller à la Coupe du Monde,
il faut terminer premier. Et là, pour le moment, c'est l'Algérie qui est première à la différence de but. Donc ça veut dire que si les 3 autres matchs sont bien négociés, s'il y a des victoires sur la double confrontation contre Djibouti, sur le Niger, la décision va se faire à Blida. Et là, le Burkina ne peut pas se contenter d'un match nul. Mais le Burkina serait obligé de gagner si entre-temps il n'y a pas eu de changement. Parce qu'il y a des possibilités de changement au cours de ces éliminatoires. Parce que j'aurais entendu dire qu'il se pourrait que le Niger reçoive à domicile. C'est possible et cela aussi peut jouer. L'Algérie, c'est une grosse machine. Elle peut battre n'importe quelle équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais c'est le domaine du possible, peut avoir une contre-performance. Ça ne me ferait pas. Vous savez que maintenant c'est la confrontation directe. On est à un but partout, on a fait 1-1 avec l'Algérie, donc on est à égalité. C'est vrai que ça s'est passé à l'extérieur puisque c'est considéré comme il est considéré que nous les avons reçus. Si on arrive à faire 2-2 ou 3-3, je n'en sais rien en Algérie, ça change. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Burkina a son destin à main pour le moment. Nous allons à présent parler donc des clubs en campagne africaine. L'AS Sonabel est présentement dans le dur. Les électriciens n'ont pas su tirer avantage de ce match aller délocalisé au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le champion national qui recevait a raté le coach. L'AS Sonabel s'est incliné 0-1 devant le stade malien en préliminaire de la Ligue des Champions. Le film de la défaite avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Kapouré et Kwale Nebi. Ce match entre l'AS Sonabel et le stade malien, ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, comptant pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions CAF, se joue à huis clos. Dès l'entame, ce sont les électriciens qui se créent des occasions de but. Ils marquent un but refusé pour position de hors-jeu. Claver Kendrebego et les siens dominent mais n'arrivent toujours pas à concrétiser. Les Maliens, eux, vont réagir et se montrer efficaces. Abdraman Traoré, suite à un 1-2, bat le portier Ben Idriss Traoré à la 22e minute. L'AS Sonabel court après l'égalisation jusqu'à la fin de la première période. À la reprise, le stade malien opte pour la défensive afin de préserver l'acquis. Il s'ensuit alors une kyrielle d'occasions de but vendangée par l'attaque burkinabé. Les Blancs gardent bien la maison et maintiennent leur avance jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final AS Sonabel 0, Stade malien 1. C'est un match où nous avons abordé le match dans un bloc médian avec pressing. Eux aussi, dans ce même esprit, au milieu de terrain, on a concédé malheureusement une occasion de but en début de match et qui leur donne l'opportunité de marquer. Je pense que c'est dû à un manque de concentration. Il y a eu un petit frottement au milieu de terrain. Après ça, les jeunes se sont ressaisis. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer. Ce n'est qu'une phase aller. Nous devons nous ressaisir rapidement et préparer bien le match retour. Nous ne sommes pas du tout découragés. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour arracher cette qualification. Malgré la victoire, l'entraîneur français du stade malien Jean-Christophe Gradcap reste prudent. L'adversaire, je connais. Je sais que c'est une très bonne équipe qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà. Bon, on avait mis un plan de jeu en place. Malgré ça, ils se sont quand même créé quelques situations qui auraient pu se concrétiser par un but. Le match retour se disputera le 17 septembre prochain à Bamako. Nous restons avec nos envoyés spéciaux donc à Yaoundé pour les propos après match. Écoutez les deux présidents, celui du stade malien et celui de l'AS Sonabel. Comme c'est une défaite, on ne peut pas être content d'un tel score. Mais bon, c'est le football, hein, voilà. Et je pense que nos garçons n'ont pas été ridicules. Alors c'est sur vraiment un petit détail que les Maliens ont marqué le but. Alors donc moi je pense qu'il n'y a pas à se décourager. On va plutôt s'armer, j'allais dire, de courage également pour aller à la conquête de la victoire en territoire malien. Ce qui n'est pas impossible. C'est un match aller-retour. Hein, on joue à Yaoundé ici,
c'est comme si on jouait à l'extérieur parce que c'est l'AS Sonabel qui recevait. Donc un match de ce genre gagné à l'extérieur, moi je pense que c'est toujours bon à prendre. Maintenant il reste un match retour bien sûr. Voilà, moi j'espère que le stade peut-être on va jouer, on va demander aux jeunes de beaucoup mieux jouer qu'aujourd'hui, mais surtout de gagner parce que c'est une compétition, c'est le préliminaire, l'objectif majeur du stade malais c'est aller en poule de Champions League. 10 clubs africains donc sont exemptés de ce tour préliminaire. Le retour est prévu le week-end du 17 au 19 septembre prochain. Le 17 septembre, donc, le stade malien accueille l'AS Sonabel à Bamako. De son côté, la Sfayenenga en déplacement au grand stade de Marrakech au Maroc a calé devant San Pedro de Côte d'Ivoire, 0 but partout. Et en marge du championnat de gymnastique tenu dimanche, les professionnels de l'information du sport ont profité de la présence du ministre pour prendre son avis sur ses sorties et l'échéance sur l'ouverture du stade du 4 août. Dominique Marie-André Nana s'exprime. Encourageant de voir que sur 4 matchs qu'on a joués, on a perdu 1, fait 2 nuls et gagné 1. Et les étalons sont dans la position de continuer à défendre leur chance pour la qualification à Qatar 2022. Les deux clubs, nonobstant la défaite de Sonabel, ont toujours leur chance. Il est juste malheureux de constater qu'à cause des infrastructures, on doit jouer certains matchs hors du Burkina. Et vous savez que depuis 2009, les États n'ont jamais perdu un match à Ouagadougou. J'aurais été le premier heureux de pouvoir faire jouer ces matchs-là à Ouagadougou. Et cela dit, je crois qu'on doit avoir espoir. Nous avons travaillé avec la fédération de manière à ce que les joueurs soient dans les dispositions similaires à ceux qu'ils trouvent dans leur club au niveau professionnel. Nous faisons un peu la même chose pour les clubs qui vont en compétition. C'est pour qu'il n'y ait pas d'excuses, pour qu'au plan technique, chacun puisse s'exprimer à la hauteur de son talent. Dieu faisant, le travail fait au niveau des centres de formation en train de porter fruit. La plupart des joueurs que vous avez vus, pour lesquels beaucoup de gens se sont extasiés, sont issus de nos centres de formation, ce qui montre que ce travail est en train de porter fruit aujourd'hui. Et pour un ministre, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est de savoir que nous avons de la matière et qu'il s'agit de travailler encore plus pour avoir de meilleurs résultats. Le stade du 4 août, on a vu c'est clôturé. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Alors où en êtes-vous avec la rénovation du stade? Lorsqu'on va ouvrir les portes du stade, vous constaterez. C'est-à-dire? Vous constaterez ce qui a été fait. Lorsque ça sera terminé. Je vous ai dit que je ne suis pas prisonnier des délais. Par contre, c'est une exigence pour moi de faire un travail de qualité qui fasse de telle sorte que l'ensemble des sportifs, le peuple burkinabé, soit fier de son stade. Donc, laissez-nous travailler, vous serez tous satisfaits. Nous allons partager cet optimisme donc avec le ministre. Dites-nous, Président, est-ce que vous êtes dans le secret des dieux quant à une date probable d'ouverture, de réouverture du stade du 4 août? Non, je m'en tiens à ce que le ministre a dit. Je l'ai toujours dit et je le répète. La fédération, nous sommes les utilisateurs finaux des stades que l'État met à notre disposition. Donc nous faisons confiance entièrement au ministre des Sports. Et du reste, il faut que je le dise, qui met beaucoup de moyens et beaucoup d'attention aux étalons. Donc, voilà. Dites-nous, Mamadou Wena, pour que tout cela marche bien, il faut qu'on laisse également la presse faire son boulot. Oui, bon, on va peut-être ouvrir une petite fenêtre sur cette histoire. Oui, le président est là, on va en parler, il faut qu'on en parle. Et il n'y a que lors du stage des étalons et les deux matchs, la presse burkinabé n'a pas eu le temps nécessaire pour regarder au moins un match entier, un entraînement entier du moins des étalons. 15 minutes, vous savez, imaginons que la RTV, dont je représente, avait pris une position commentateur. Alors commenter un match sans avoir vu un entraînement complet d'un joueur, c'est toujours pas évident. On comprend l'entraîneur, il a défendu sa position sur notre plateau, on comprend, mais je crois qu'on peut travailler à minimiser les détails qui sortent et accompagner l'équipe.
Bon, on va regarder. Merci beaucoup. Vous savez donc, qu'on est dans le Covid aussi. Hein? Il y a beaucoup de dispositions qu'on prend pour protéger les on va aller assez rapidement parce qu'on est pris un peu par le temps. Voilà, ça fait partie. Merci beaucoup. Donc, Mamadou Wena pour tous ces éclairages. Nous allons permettre à Jean-Modeste Ouedraogo de venir s'installer. Mais en attendant, nous allons donc nous entretenir avec Franck Lassina Traoré. Bonsoir. Avant donc de retenter Franck Lassina Traoré, nous allons voir le week-end de certains professionnels avec Jean-Modeste Ouedraogo avant donc qu'il nous rejoigne pour terminer tout cela ici. Les nouvelles sont bonnes pour les footballeurs burkinabés. Commençons par l'Ukraine, où le jeune attaquant international burkinabé de 20 ans, Franck Lassina Traoré, a scellé la victoire du Shakhtar Donetsk devant le SC Dnipro 1, 2-0. But inscrit à la 87e minute. Lassina Traoré est entré en jeu à la 63e minute. 5 buts en 6 matchs, ce sont là les chiffres pour le jeune attaquant prodige burkinabé. En Russie, on jouait la 7e journée du championnat et l'attaquant burkinabé de 23 ans, Mohamed Konaté, a réduit le score à la 51e minute en faveur de Akhmat Groshny devant le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur 3-1. Mohamed Konaté, titulaire, a joué pendant 71 minutes. 7 matchs, 3 buts pour Mohamed Konaté cette saison. 4e journée de Premier League en Angleterre et Aston Villa a enregistré le retour de Bertrand Traoré après 4 semaines d'absence. Face à Chelsea samedi, l'attaquant burkinabé est entré à la 69e minute de jeu. 3-0, c'est le score final en faveur de Chelsea. Sur le continent africain, le milieu de terrain international burkinabé de 32 ans se refait une santé avec le club djiboutien de AS Arta Sola 7. Sibiri Alain Traoré, le bombardier, s'est offert un premier but sur coup franc en Ligue des Champions à la 16e minute face au club kenyan de Toshker FC. Un but partout, c'est le score final. Franck Lassina Traoré, bonsoir. Bonsoir. 5 buts en 6 matchs dans le championnat d'Ukraine, il faut le faire, hein? On dit donc de vous que vous êtes le nouveau Didier Drogba. Comment accueillez-vous donc cette comparaison? Ça fait plaisir de me voir à l'image d'une légende telle que Didier Drogba, ça fait plaisir, mais j'aurais aimé qu'on dise le futur Badano ou le futur Aïssi Banso aussi, ça m'aurait fait plaisir. Mais ça, Didier Drogba, c'est... Ça, c'est votre fibre patriotique qui parle. Dites-nous donc, vous avez été formé au Raïmo FC, vous êtes passé par l'Ajax, vous êtes actuellement donc au Shakhtar Donetsk. Quelle différence constatez-vous donc entre le championnat néerlandais et celui ukrainien? Je peux dire que le championnat néerlandais est un peu plus ouvert parce que presque toutes les équipes jouent l'attaque, mais par contre le championnat ukrainien c'est un peu plus fermé. Surtout quand vous jouez contre le Shakhtar ou Dynamo Kiev, les équipes ils essaient de fermer tous les espaces et je pense que c'est un peu plus compliqué. Ah bon. En tout cas, ce mercredi, vous croisez Sheriff à la Champions League. Vous êtes dans le groupe D avec le Real et l'Inter. Comment vous préparez-vous ce match? Est-ce que vous pensez que votre club a des chances de sortir devant les cadors comme l'Inter et le Real? Oui, je pense que c'est un groupe assez homogène. Quand vous voyez l'effectif qu'on a, je pense que cette année, on a plus de qualité, on a plus d'expérience. Et nous avons des gars qui ont l'habitude de jouer en Champions League. Je pense que ça sera un groupe assez relevé et je crois en nos chances. Dites-nous, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes décisif aussi bien en club qu'au niveau de l'équipe nationale. Comment est-ce que Franck Lassina Traoré accueille tout ce qu'on dit sur lui? Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de fierté. Et je pense que je dois continuer sur cette lancée et rester humble, rester toujours concentré. Et je pense que ça va faire plus. Dites-nous, pour vous, quelle est votre priorité, le mondial ou la CAN? Je pense personnellement c'est de remporter la CAN, mais le mondial ça sera la série sur le gâteau. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à Franck Lassina Traoré?
juste la chance de toujours continuer ce que je fais, d'apporter beaucoup de choses positives à mon pays et continuer de scorer. En tout cas, on vous souhaite tout cela donc pour non seulement le bonheur de votre club, mais également pour le public burkinabé. Jean-Modeste Ouedraogo, donc assez de bonnes nouvelles pour ce week-end. Bien on sûr. va continuer avec bien vous. Bien sûr. Et puis déjà dit que Franck, c'est un grand joueur. Il est assez modeste. Moi, sa maturité m'étonne. Il a 20 ans. Et il est déjà mature. Ça, c'est intéressant et c'est important de le signaler. Et franchement, il a les qualités de Drouba, ça faut le dire. Il suffit juste maintenant de canaliser tout ça. Et puis il pourra faire une très bonne carrière à l'image de la légende africaine de football Didier Drouba. Alors, en Ligue 1 française, on va parler de Issa Kaboré qui a lui joué donc juste après la trêve internationale. 3 et Kaboré enregistrent leur première victoire de la saison après 7 journées. Le Burkinabé était titulaire et a joué pendant 74 minutes. C'était face au FC Metz 2-0. Et puis on descend d'un cran pour parler de la Ligue 2 française et Ajaccio, où donc évoluent 2 internationaux burkinabés, Jean-Fiacre Bottieu-Kwame et Cyril Bayala, toujours blessé. Kwame Bottieu était titulaire, il a joué pendant 68 minutes et la victoire d'Ajaccio 1-0 devant donc Sochaux. Et puis on va parler de Gustavo Sangaré et Keveli Rouen, victorieux sur le terrain de Valenciennes 1-2. Gustavo est entré à la 66e minute. Abou Ouattara, qui évolue du côté de Valenciennes, lui a joué pendant 84 minutes. Et puis en Belgique, on jouait la 7e journée. Hervé Kofi Kouakou et Charles Leroy réalisent une belle opération sur le terrain de la Gantoise avec une victoire de 3-2 pour l'équipe de Hervé Kofi Kouakou. Il faut rappeler que l'équipe avait donc récolté un carton rouge à la 43e minute. Malgré cela, l'équipe de Hervé réussit donc à arracher la victoire. 3-2. Et puis c'est donc une masterclass pour Hervé Kofi Kouakou qui fait 7 matchs et 2 clean sheets déjà dans le championnat belge. Et puis on va parler de Croatie et Bourema Hassan Bandé, 8e journée. Bourema donc titulaire avec Istra, s'incline 3-1 face à Ag Dok. L'attaquant burkinabé a joué pendant 90 minutes. On va le pas des courses. Je sens que ça. Voilà. Danemark, pour parler d'un jeune burkinabé, lui également 20 ans, c'est la génération 2019 des juniors. Et celui-là, il s'appelle Razak Yoda. Il évolue donc au Danemark. Et lui, il a joué son tout premier match avec son nouveau club au Brock Ika. Voilà. Donc, il fait ses grands débuts ce week-end où il a joué. Et, en fait, il est rentré à la 56e minute de jeu. Malheureusement, son équipe s'incline sur le score de 2-1 sur le continent. Très rapidement. Exactement. On va parler donc du championnat marocain qui était donc à sa première journée le week-end dernier. Oui, un contingent vraiment important. On a quand même pas mal de joueurs au Maroc. D'ailleurs, le Maroc, c'est la deuxième patrie du Burkina. Bon, enfin, des Burkinabés, je veux dire en griffe, parce qu'aujourd'hui, on a. En matière de football. Oui, on habite au Burkina maintenant. Voilà. Au Maroc maintenant, voilà. Donc, on va parler de l'Olympique Safi, le nouveau club de Cheikh Djibril Ouattara, ce garçon que vous aimez tant, qui a été meilleur buteur 2 fois dans le championnat burkinabé, qui était du côté de la CFB. Aujourd'hui, d'abord, il était à Berkane, mais il est désormais du côté de l'Olympique Safi. Son club tombe devant donc Difa El Jadida 1-0. Et dans ce club d'El Jadida, il y a un Burkinabé qui évolue là-bas. Il s'appelle Ismaël Sawadogo. Donc, victoire de l'équipe d'Ismaël Sawadogo sur le score d'1-0. 90 minutes également pour l'international défenseur burkinabé de Hassania Agadi, Patrick Malo, victorieux donc 1-0 devant Rapide Wed Zem. Victoire 1-0 du Raja de Casablanca devant Youssoufia, le milieu de terrain donc burkinabé Samien qui évolue du côté du Raja de Casablanca, donc a joué pendant 74 minutes. Et puis 0-0 entre RS Berkane du défenseur international burkinabé Youssoufou Dayo et Maghreb Fès. 90 minutes pour Youssouf Dayo, tout simplement. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour être allé au pas de course. Président, je m'en voudrais donc de ne pas vous poser cette question avant que nous séparions. Dites-nous, on a appris cet après-midi la nomination de Wejile Tiendelbego en tant que secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel en remplacement de Abdoul Karim Ouedraogo. Alors que nous attendions donc qu'on nomme un SG et puis un DTN à la fédération quand même.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé donc ce choix? Je l'ai dit, c'est le désir d'apporter de nouvelles compétences. Vous connaissez Julien Tiendrego, alias Ouest, c'est un grand amoureux de notre football qui a fait ses preuves déjà à la Fédé. Vous savez, il est membre d'une des commissions. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui ces 12 derniers mois, donc je l'ai découvert. J'ai trouvé que c'était un garçon capable donc d'apporter du sang neuf à notre championnat parce que nous avons de nouvelles ambitions pour le championnat. Donc il va même changer de nom. Voilà. Bon, vous le saurez bientôt. Parce que nous avons un sponsor qui va prendre en charge tous ces aspects-là. Donc Tiendrego sera chargé d'apporter le renouveau de notre championnat. Et à quand donc un SG puis un DTN au niveau de la fédération? Oui, ça va se faire bientôt. Nous avions un SG par intérim qui certainement va être confirmé parce qu'il a fait ses preuves. Je pense. Et le DTN? Le DTN également, c'est en cours, ça va se faire. Merci donc au président Lazare Bansé. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de football. Merci donc à Djamoudel Ouedraogo. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur la RTB Télé.